Eh ben, c'est bon. Les gens... Bonjour. Bonjour, bonjour. Voilà, on y est arrivé. Waouh. Bonjour à tous. Ah oui, 40 personnes en plus en train de nous attendre. On est vraiment des rockstars. Bonjour. Désolée pour ces problèmes techniques. On était manifestement sur un autre lien, tout seul avec Maxime. Voilà, c'est mieux d'être quand même tous ensemble avec vous pour parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui, les congés payés. On avait fait un webinaire sur la question il y a 2 ans environ pour les plus assidus d'entre vous. Et l'actualité constitue évidemment l'occasion de se pencher à nouveau sur le sujet, puisque l'actualité est brûlante avec les arrêts qui ont été rendus par la Cour de cassation il y a un petit peu plus d'un mois maintenant, qui ont un impact sur l'acquisition des congés payés pendant les absences du salarié. Je ne sais pas si vous avez quelques mots à dire, peut-être qu'Adrien, vous avez déjà pu les dire, ou si on... Non, Oui, j'ai je sais pas plutôt ce qui a été annoncé. dit non plus en amont, mais du coup, on peut peut-être rappeler, tu as dit la date du prochain webinaire, peut-être pour rappel pour les agendas. Le prochain webinaire, oui, tout à fait, c'est le 24 novembre 24 2023. novembre. Voilà, le 24 novembre. Et ce sera le lendemain du colloque du Cinésie, auquel je vous invite tous à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas, mais de toute façon, vous recevrez très bientôt une relance. On a déjà un certain nombre d'inscrits, donc c'est plutôt pas mal. On est sur une bonne dynamique. Voilà, donc je vous invite à vous inscrire. Je m'excuse encore pour ces petits soucis techniques et je vous laisse entre les mains expertes de Maxime et de Cornier Avocat. Donc, si on suit la logique, hein, pour continuer ce que dit Adrien, qu'on a suivi cette année, on devrait être sur une table ronde à nouveau pour suivre le table ronde, sujet à thématique, table ronde. Donc, a priori, ce sera ça. Le sujet n'est pas encore déterminé, mais la date l'est. Donc, c'est le 24 novembre. Pour les modalités pratiques de ce webinaire, bah, comme d'habitude, hein, je vous invite à poser vos questions dans l'onglet discussion. Et si vous souhaitez qu'elles soient visibles par tous, il faut bien cliquer sur tout le monde la petite encoche. On essaiera de répondre à la fin de chaque partie et puis du coup à la fin si vous avez d'autres questions. Si on manque de temps, comme d'habitude, on reprend les questions récurrentes et on y répondra dans une foire aux questions qui sera annexée au support, qui sera accessible sur notre site internet, comme tous les anciens webinaires, accessibles en replay et dont on diffuse le support. Donc, bah, vu qu'on n'est pas en avant, je vais laisser la parole. Parfait, merci Maxime. Alors, on va d'abord s'intéresser du coup à l'acquisition, les règles d'acquisition et de pose des congés payés, avec quelques piqûres de rappel sur les dispositions légales. Évidemment, ensuite un focus sur l'incidence des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre dernier. On parlera ensuite des modalités d'anticipation et de report des congés payés, pas de nouveauté, mais des rappels sur la question, le calcul de l'indemnité de congés payés et les règles de prescription aussi applicables aux demandes, notamment dans un cadre contentieux sur les indemnités de congés payés. Juste un préambule qui est quand même important et d'autant plus important avec les arrêts de la Cour de cassation sur ce qu'est le congé payé. Ce sont les jours de repos rémunérés accordés par la loi, les congés légaux. Il peut y avoir aussi des congés conventionnels comme les congés d'ancienneté. Ils obéissent vraiment à un régime particulier, ces congés payés. Et il faut bien les distinguer d'autres types de jours de repos qui peuvent exister dans votre structure, notamment les RTT. Si vous êtes salarié qui travaille plus de 35 heures par semaine, ce ne sont pas des jours de congés payés, ce sont des jours de RTT, ils n'obéissent pas au même régime. Ce ne sont pas non plus des repos compensateurs que vous pouvez avoir dans le cadre de la compensation d'heures supplémentaires. Ce ne sont pas des jours fériés, voilà. Faire bien cette distinction et aujourd'hui, on parle que des congés payés et du régime des congés payés. Sur l'acquisition et la pose des congés payés, les règles générales, Clara, sur le nombre de jours, les règles d'acquisition et la période d'acquisition des congés payés. Oui, alors, donc, comme vous le savez, c'est acquis. Donc, tous les salariés ont droit à 5 semaines pardon, de congés légaux annuels. Donc, ce sont des dispositions qui sortent d'ordre public et auxquelles vous ne pouvez pas déroger par accord d'entreprise. Donc, concernant le nombre de jours, donc, il y a le choix entre soit 30 jours ouvrables, c'est-à-dire l'acquisition de 2,5 jours ouvrables par mois,
ou 25 jours ouvrés, l'acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois. À ces jours légaux, il peut s'ajouter des jours de congés supplémentaires qui sont soit fixés par la loi, soit fixés par la convention collective. Par la loi, on a ce qu'on appelle les jours de congés supplémentaires pour les salariés de moins de 21 ans ou de plus de 21 ans qui ont des enfants à charge. Lorsque ce sont des salariés de moins de 21 ans, il faut apprécier cet âge à compter au 30 avril de l'année précédente et ils vont pouvoir bénéficier de 12 jours de congés supplémentaires par enfant à charge. Ce congé va cependant être réduit à 1 jour, si notamment ils ont un congé légal qui n'excède pas 6 jours. En revanche, ils pourront aller à 2 jours si le congé légal excède 6 jours. Pour les salariés de plus de 21 ans, ils vont pouvoir bénéficier de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, mais avec toujours ce plafond de ne pas dépasser un droit à congé de 30 jours. Et pour ces jours de congés supplémentaires, on a également les jours de fractionnement. C'est un autre dispositif qu'on verra plus tard, mais qui va également permettre à vos salariés d'acquérir des jours de congés supplémentaires. Concernant les règles d'acquisition, donc on n'a aucune durée minimale de travail qui n'est exigée pour acquérir des congés payés. On a abandonné le principe qui avait été érigé à l'époque, qu'il fallait un minimum de 10 jours pour pouvoir acquérir des droits à congé. Or, ce n'était pas conforme au droit européen. Et comme on le voit, ce qui n'est pas conforme au droit européen doit être modifié. Donc aujourd'hui, aucune durée minimale pour pouvoir acquérir des congés payés. Et on a du coup cette possibilité de prendre les congés payés dès l'embauche, au prorata des jours qui sont acquis. Concernant la période d'acquisition, ça, à l'inverse du nombre de jours de congé, c'est quelque chose que vous pouvez moduler par rapport de branche, par rapport d'entreprise, où là, la période, on va dire, subsidiaire qui est définie par la loi, c'est du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Donc là, par exemple, pour les congés payés sur l'année 2024, l'année de référence est la période du 1er juin 2023, donc ça a commencé à faire dès le 1er juin, et ça se terminera le 31 mai prochain 2024. Mais comme je disais, vous avez totalement la possibilité, par accord d'entreprise, de fixer une autre période d'acquisition. Par exemple, sur l'année civile, si c'est plus simple, en termes de paie, de faire du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. Ensuite, concernant donc les règles d'acquisition des congés payés, il faut savoir que l'acquisition des droits à congé repose vraiment sur cette notion de travail effectif, c'est-à-dire que le salarié va acquérir des droits à congé du fait qu'il va travailler durant un mois. Et cela, peu importe la durée du travail. Et c'est là où on reviendra plus tard sur le fait que les salariés à temps partiel vont bénéficier d'un même droit à congé payé, même s'ils ont une durée du travail qui est moindre par rapport à un salarié à temps complet. Du fait qu'on se repose sur cette notion de travail effectif, normalement, les périodes de suspension du contrat de travail, du fait que les salariés finalement ne travaillent pas, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donc ne permettent pas une acquisition à congé. Néanmoins, le législateur a érigé des périodes qui sont assimilées finalement à du temps de travail effectif et qui va permettre aux salariés d'acquérir des congés. Donc, on vous a remis dans ce tableau toutes les périodes qui sont au sens du Code du travail, des périodes assimilées à du temps de travail effectif et qu'il faut prendre en compte pour permettre aux salariés d'acquérir des jours de congé. Et c'est là où on en vient à notre fameux sujet qui nous a amené à faire ce webinaire, les nouvelles règles d'acquisition des congés payés en période d'arrêt maladie. Donc, c'est cette fameuse jurisprudence qui a été rendue par la Cour de cassation le 13 septembre dernier, qui finalement est venue en fait est venue pallier à la divergence entre le droit français et le droit de l'Union européenne sur l'acquisition des jours de congés payés en période d'arrêt maladie. Donc déjà, quelles étaient les règles applicables?
Donc, comme vous l'avez vu dans le tableau que je vous ai présenté, le Code du travail ne prévoyait pas que les périodes de maladie ordinaires étaient assimilées à du temps de travail effectif et permettaient donc l'acquisition de congés payés. Pour les périodes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, c'était assimilé à du temps de travail effectif, mais dans une limite d'1 an. Or, le droit de l'Union européenne, et notamment une directive, fixait un droit à congé annuel de 4 semaines, donc sans référence à une notion de travail effectif, et ne faisait pas de distinction entre les travailleurs absents du travail pour cause de maladie et ceux qui ont travaillé. Et finalement, le fait de faire cette distinction était discriminatoire. Il y a eu beaucoup d'arrêts qui avaient été rendus par la CNIL pour d'autres pays où justement elle avait condamné du fait que c'était une mesure discriminatoire. Et sans surprise, la Cour de cassation a donc rendu cet arrêt le 13 septembre dernier en rappelant que les salariés acquièrent des droits à congés payés pour toute la période d'arrêt de travail pour maladie simple. Et pour la période d'accident du travail ou maladie professionnelle, là encore, sans surprise, elle enlève ce plafond d'1 an. On a une acquisition, quelle que soit la durée de l'arrêt maladie et quel que soit et peu importe le fait que l'arrêt maladie soit d'origine professionnelle, que ce soit un accident du travail. En fait, concrètement, du fait des dispositions du droit de l'Union européenne, un salarié absent pour arrêt maladie ne peut pas voir ses congés payés réduits du fait de cette maladie, parce que ce serait une mesure qui serait discriminatoire. Donc vraiment, on irait finalement sur le terrain de la discrimination. Donc, il faut faire vraiment attention, et c'est pour ça qu'il faut vraiment se mettre dans l'ordre d'honneur de cette jurisprudence. Peut-être regarder les questions qu'on a déjà sur un... Oui, on a reçu 3 questions. On va peut-être faire une petite pause à cet endroit-là. Alors, pour les congés pour enfants à charge, comment ça se passe pour les gardes alternés? Il n'y a pas de distinction qui est faite dans le code du travail selon le mode de garde de l'enfant. L'important, c'est vraiment la responsabilité de l'autorité parentale. Donc, à partir du moment où j'ai l'autorité parentale sur un enfant, si j'ai pas acquis la totalité de mes droits à congé, donc mes 30 jours ouvrables, j'ai ce droit à congé pour enfant à charge. Donc vraiment, le mode de garde de l'enfant, c'est quelque chose qui ne concerne pas l'employeur. Donc, si la personne elle a 2 enfants à charge, par exemple, et qu'elle a acquis que 20 jours, bah, elle va avoir droit à 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, donc elle va avoir droit à 4 jours de congés supplémentaires dans l'année. Même si elle ne garde ses enfants que, entre guillemets, la moitié du temps. Un Un salarié qui part en formation puis qui a 6 mois a droit à ses jours de congés payés, point d'interrogation, je pense. Parce que c'est une faute de frappe. Oui, il a bien vu. Oui, alors du coup, la formation professionnelle est assimilée, le congé de formation est assimilé à du temps de travail effectif par la loi pour l'acquisition de congés payés. Oui. Et le PIC IAE, voilà. Je vais peut-être regarder cette formation spécifique, mais de façon générale, le congé de formation professionnelle est assimilé. C'est créé dans le cadre de la relation de travail. Monsieur Moncon lui pose une question qui avait intéressé beaucoup de monde, je pense, sur la rétroactivité pour les arrêts maladie passés, l'application rétroactive de cette jurisprudence du 13 septembre, et si oui, jusqu'où faut-il remonter en arrière? Et on a la même question sur est-ce que cette nouvelle règle s'applique uniquement pour les arrêts à compter du 13 septembre? Et que se passe-t-il dans le cas d'une maladie longue durée? Donc tout ça se recoupe. Et c'est vrai, évidemment la question principale. Alors, plusieurs éléments. Du coup, le ministère du Travail est en train de se pencher sur la question de la rétroactivité en essayant de sécuriser un maximum. Parce que le problème de la jurisprudence, c'est qu'une décision de justice est par nature rétroactive. Elle n'est pas censée commencer à s'appliquer à partir du jour où elle est rendue. Là, ce que vient de nous dire concrètement la Cour de cassation, c'est que le droit français, donc la loi, n'est pas conforme au droit européen. Et ce, depuis que le droit européen existe, en fait. La Cour de cassation, elle ne fait pas d'application dans le temps. Donc, potentiellement, depuis que le droit de l'Union européenne considère que ne pas faire acquérir de congé en maladie, c'est de la discrimination, le droit français n'est pas conforme depuis cette date et n'aurait pas dû être appliqué. Sauf que pour les employeurs, évidemment, pour vous tous,
Et pour nos clients, tous les adhérents du Cinési, c'est insoutenable de remonter sur 10 ou 15 ans en arrière. Financièrement, vous n'allez pas aller rechercher des salariés qui sont partis, etc. Donc c'est pour ça que le ministère du Travail essaye de sécuriser. On ne sait pas trop comment pour l'instant, sincèrement. Il faut voir comment ce sera retranscrit dans la loi. Ce qui est sûr aujourd'hui pour vous, c'est que il faut l'appliquer au moins à partir des arrêts de la Cour de cassation, donc à partir du 13 septembre. Pour les arrêts maladie qui sont en cours à cette date, vous n'allez pas l'appliquer que aux arrêts maladie qui auraient commencé après le 13 septembre. Tous les salariés en arrêt maladie au 13 septembre doivent se voir appliquer cette jurisprudence-là. Voilà, ça, on peut vous le dire de façon quand même certaine. Après, sur remonter en arrière, il faut qu'on attende la position du ministère du Travail. Voilà, soyez prudents, ne prenez pas d'initiative, ne soyez pas plus royaliste que le roi. Déjà, appliquez-le maintenant, mettez en conformité vos paramétrages logiciels de paye, de décompte et tout ça, et c'est déjà pas mal, surtout les arrêts maladie en cours. Pour le reste, si on a plus d'informations et si Cinési en a plus, ils vous les donneront au fur et à mesure. Ouais. Il y a d'autres J'ai essayé de questions. rédiger une synthèse en même temps que pour les trois réponses. Ouais, j'ai l'impression que Non. les salariés, toujours, les salariés. Ça, on y répondra après Les salariés sur ont- à partir de quand les salariés peuvent poser, etc. Là, on est vraiment sur l'acquisition, les règles de pause, on les verra juste après. Et cela veut dire que tous les salariés ont droit à leurs 2 jours et demi de CP tous les mois qu'ils travaillent ou pas, ou y a-t-il des cas où on peut ne pas les donner? Alors là, en tout cas, ça a été tranché sur la question de la maladie et de l'accident du travail et de la maladie professionnelle. Et effectivement, ça aura vocation à s'appliquer à quasiment toutes les situations, sauf certaines où on peut considérer qu'il n'y aurait pas de discrimination. Par exemple, un congé sans solde, je ne vois pas l'intérêt d'aller donner, faire acquérir des congés à quelqu'un qui est en congé sans solde. Par contre, voilà, ça s'applique effectivement à quasiment aujourd'hui tous les cas de suspension. Quand on vient intégrer la maladie, ça couvre un spectre très très large. Ça faudra-t-il réaliser cela s'annonce compliqué si c'est le cas? Alors, c'est vrai que il y a le sujet du solde du compte qui peut avoir un effet libératoire à partir du moment où celui-ci est signé. Donc peut-être aussi qu'on peut conseiller, c'est dès à présent quand même reprendre cet usage de faire signer vos soldes de tout compte. Oui. Pour justement se prémunir d'un éventuel contentieux et du fait que les salariés a signé le solde de tout compte, donc ils ne demandent pas par la suite le paiement de congés payés. Mais après, c'est vrai que je rejoins Camille pour l'instant, étant donné qu'on n'a pas de position du législateur sur les périodes antérieures. À la rigueur, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de cibler et estimer un potentiel risque de salarié qui pourrait réclamer des congés payés sur des périodes précédentes, mais on ne vous conseille pas d'appliquer cette jurisprudence pour les arrêts maladie antérieurs à la date de la jurisprudence. Oui, après concrètement, je pense que même s'il y avait une forme de rétroactivité qui devait s'appliquer, il ne ferait pas réviser tous les soldes de tout compte de tous les salariés partir. C'est peut-être sous forme d'une indemnisation à verser aux salariés, mais je pense pas qu'on puisse revenir dans le passé et faire comme s'il avait acquis des congés. Enfin, ça me paraît compliqué. Et pour la question de Madame Bruyé, non, effectivement, non, on ne prend pas compte, on ne tient pas compte de cette différence. Oui, alors c'est vrai que c'est une question qui s'était posée sur, puisque l'Europe prévoit 4 semaines minimum et que nous, de toute façon, on en a 5, est-ce que si le salarié a eu ces 4 semaines, on est tranquille? Malheureusement, non, on ne peut pas le concevoir comme ça parce que c'est vraiment acquérir des congés payés conformément au droit français. Et le droit français qui empêche d'acquérir les 5 semaines pendant la maladie n'est pas conforme au droit de l'Union européenne. Donc ça va bien s'appliquer sur les 5 semaines du droit français, heureusement, parce que c'est le minimum en droit français. Il n'y a pas de distinction entre les salariés permanents et en insertion. Non, à partir du moment où ils ont un contrat de travail et qu'ils acquièrent des congés payés. Et en cas d'absence injustifiée, on ne va pas acquérir de congés payés. Ouais. Oui, parce que finalement, il n'y a pas d'arrêt maladie, donc il n'est pas en maladie. On reprend la suite. C'est vrai qu'il y a retour. J'ai essayé de répondre en direct avec ce qu'on pouvait dire, mais on peut continuer, oui. Merci. Donc, maintenant qu'on a passé ce sujet brûlant,
On vous a mis, donc, on voulait quand même faire, comme c'était un sujet que vous aviez déjà vu donc, il y a 2 ans, on voulait aussi faire un peu des simulations pratiques, parce que c'est vrai que bah, les congés payés, en fait, ce qui peut être compliqué, c'est la mise en œuvre de toutes ces règles. Donc, on vous a fait donc, une mise en situation dans le cadre donc, d'une embauche ou une rupture du contrat en cours d'année. En fait, finalement, quel est le point de départ de la période de référence? Et là, le point de départ de cette période de référence dont je vous parlais, donc c'est-à-dire du 1er juin du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N plus 1. Donc là, on est sur le 1er juin 2023 au 31 mai 2024 si vous n'avez pas conclu un accord d'entreprise avec une autre période de référence. Donc là, si vous avez donc, un salarié dans vos structures en CDDI qui a été par exemple embauché au 1er janvier 2024, au 31 mai 2024, ses droits à congé se calculent donc sur 5 mois, puisqu'il a fait 5 mois sur la période de référence, donc sur la période d'acquisition, il a travaillé 5 mois, donc il a acquis 12,5 jours, puisque vous multipliez les 2,5 jours ouvrables fois le nombre de mois, ce qui donne un résultat de 12,5. Et là s'applique une nouvelle règle qui est posée donc par le Code du travail, c'est-à-dire que lorsque le nombre de jours ouvrables n'est pas un nombre entier, la durée du congé doit être portée au nombre entier immédiatement supérieur. Donc là, comme vous avez un salarié qui a atteint 12,6 jours, vous devez l'arrondir à 13. Ensuite, pour une autre mise en situation où là, on va parler de ce qu'on appelle la règle d'équivalence. C'est-à-dire que le législateur, en fait, a instauré cette règle qui va permettre d'opérer un décompte des mois de travail lorsque finalement le salarié ne va pas pouvoir justifier d'un nombre de mois entiers. C'est-à-dire que là, on est sur un mois de travail, 2,5 jours, mais qu'en est-il si finalement un salarié ne peut pas justifier d'un mois de travail entier? Donc là, le législateur a mis en place cette règle, justement, qui est plus favorable aux salariés, où là, vous allez avoir, on va dire, trois modes de calcul, où vous allez avoir une assimilation à un mois de travail effectif, soit sur une période de 4 semaines, soit une période de 24 jours si votre horaire de travail est réparti sur 6 jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au samedi, soit 22 jours si l'horaire de travail est réparti sur 5,5 jours de la semaine, ou soit 20 jours si l'horaire de travail est réparti sur 5 jours de la semaine, c'est-à-dire du lundi au vendredi. Donc là encore, un exemple. Un salarié qui est en CDDI a été absent sur l'année. Son horaire est réparti sur 5 jours de la semaine. Donc là, on serait sur un calcul, si on prend par jour, ce serait 20 jours. Les absences sont les absences sont les suivantes. Il a été en congé payé du 6 août au 24 août 2023. Ça, c'est une absence qui a été similaire du temps de travail effectif, donc on va considérer que sur le mois d'août, s'il a fait un mois complet. Il a été malade, maladie non professionnelle. Bon, bah là, avec du coup cette nouvelle jurisprudence, pareil, c'est assimilé à du temps de travail effectif, donc il s'agit d'un mois complet. En revanche, il a fait grève, et c'est là où ça rejoint vos questions si finalement, est-ce que toutes les absences vont pouvoir donner lieu à du congé? Ben non, la grève n'est pas assimilée par le code du travail à du temps de travail effectif, donc il ne va pas être considéré comme ayant fait un mois complet. Et il a été mis à pied disciplinaire. Là encore, c'est pas assigné comme du temps de travail effectif. Donc le mois d'octobre et le mois de septembre ne sont pas des mois complets pour le salarié. Donc finalement, si on fait un calcul en mois complets, le salarié va travailler 10 mois complets, puisque c'est 12 moins septembre et octobre. Et donc on serait à 22 jours de congés payés. Donc là, on va essayer d'appliquer la règle d'équivalence pour savoir ce qui va être le plus favorable pour lui. Et on voit que si on applique la règle d'équivalence avec les 4 semaines ou les 20 jours, là, il acquiert ses 30 jours de congés payés. Donc, il aura le droit à l'intégralité de ses congés si vous appliquez la règle d'équivalence des 4 semaines ou des 30 jours. Donc, vous avez le détail des calculs. On a également fait une autre mise en situation, mais je vous laisserai la voir parce que là, c'est vrai qu'on a quand même un support qui est assez long. Donc, on va prendre la suite sur notamment la pause des congés payés. Alors, il y a juste deux questions. On va peut-être les reprendre si vous voulez. Ou Oui, plus tard.
Sur l'acquisition en jours ouvrés, que fait-on du 0,08 jours lorsqu'un salarié prend 2 jours? Doit-on lui payer en fin de contrat? Ben oui, parce que s'il reste un petit solde de 0,08, avec la règle de l'arrondi, vous devez payer un jour en fin de contrat. Ouais. Arrondi à l'entier supérieur. À partir, les dispositions sont claires à partir du moment où vous n'avez pas un nombre entier, Mm. même si c'est finalement 0,008, il faut arrondir. Les CP sont les mêmes pour les horaires de travail répartis sur 3 jours dans la semaine. Bah là, vous êtes plutôt sur quelqu'un qui est à temps partiel, non? J'imagine 3 jours. Faire 35 heures en 3 jours, ça me paraît compliqué. Donc là, il va acquérir des congés payés dans les mêmes règles que les salariés à temps complet. Vous n'aurez pas de règle d'équivalence spécifique en jours, par contre, parce que ça s'arrête à 20 jours. Mais vous allez regarder mois entier, période de 4 semaines, etc. Et après, sur le décompte, comme c'est un salarié à temps partiel, ce sera différent avec les règles qu'on verra à la fin du rapport spécifique de décompte des congés pour les salariés à temps partiel. Je ne sais pas si ça répond à la question. Donc, la règle des postes, Camille, je te laisse présenter. Oui, alors ça, en général, vous connaissez, mais c'est un petit rappel sur le congé principal. Quand on parle du congé principal, du coup, c'est 4 semaines de congé payé sur les 5. Votre branche, là, le Cinési, ne définit pas de période de pause, donc on se réfère au légal. Donc c'est 1er mai, 31 octobre, hein, la période de pause du congé principal. Et à défaut d'accord, vous pouvez la fixer seule avec une consultation du CSE si vous voulez prévoir une autre période plus longue. Ce congé principal, donc, c'est les 4 semaines qui peuvent être réduites à 2, avec possibilité ensuite, si c'est vous qui l'imposez, que ça génère des congés de fractionnement, on le reverra après. Donc c'est entre 12 et 24 jours ouvrables sur cette période. On peut y déroger si le salarié justifie de contraintes géographiques particulières, notamment les salariés qui ont de la famille dans les dom-toms, par exemple, et qui ont besoin de prendre plus de jours sur une autre période. La 5e semaine, bah, elle, c'est la semaine libre, hein, donc il n'y a pas de règle sur cette 5e semaine. On peut la coller aux 4 semaines, mais pas forcément. On peut la poser en dehors de cette période. On peut la fractionner si vous autorisez le fractionnement. Voilà, tout est possible pour cette 5e semaine. Sur les règles de pause, bah, c'est vous qui fixez la période de prise des congés payés. Il faut porter cette période à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture et fixer l'ordre de départ en congé avec des critères d'ordre qui sont fixés par le Code du travail à défaut d'accord. Donc, ce sont des critères qui sont considérés comme objectifs par le Code du travail pour l'ordre des départs en congé payé. Donc, la situation de famille des bénéficiaires, notamment si la personne a un conjoint qui est dans la fonction publique, par exemple, avec des congés imposés, forcément, il peut être prioritaire dans les critères d'ordre. On pense personne dans l'éducation nationale, par exemple. La présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie. La durée du service chez l'employeur, donc son ancienneté dans votre entreprise, et le fait qu'il ait une activité chez un ou plusieurs autres employeurs qui nécessite une coordination évidemment dans la pause des congés payés. Donc cet ordre des départs, il doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant le départ en congé. Donc vous avez un délai de prévenance d'1 mois aux salariés pour leur dire si vous imposez les congés. En général, ça se passe pas comme ça. Si vous avez l'obligation, si vous devez imposer des départs en congé, il faut prévenir les salariés au moins 1 mois avant, sauf circonstances exceptionnelles. On pense notamment à la crise du Covid qui avait pu conduire des employeurs à faire poser des congés sans respecter le délai de prévenance d'1 mois, 15 jours avant, 3 semaines avant. Quand on ferme sa structure, forcément, on est dans des circonstances exceptionnelles. Et si vous avez des partenaires, des conjoints dans votre structure qui, voilà, si leur relation est connue, a été déclarée, ils doivent pouvoir bénéficier d'un congé simultané. Ça paraît logique. Donc là, vous avez quelques exemples sur cette période de prise des congés. Si elle n'a pas été définie par l'association, du coup, il faut les 12 jours ouvrables minimum sur la période du 1er mai au 31 octobre.
24 jours ouvrables maximum. Donc, vous avez des exemples. On ne peut pas, dans ces cas-là, fixer les congés de la manière suivante. Par exemple, 2 semaines en avril, en dehors de la période, 1 semaine en août, 2 semaines en décembre. Là, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a une seule semaine qui est intégrée dans la période de pause du congé principal. Vous pouvez donc définir la période de prise des congés par un accord d'entreprise et vous avez un exemple de clause qui vous est donné là dans le support. La période d'été fixée du 1er mai au 31 octobre, au cours de laquelle on impose de fixer 18 jours ouvrables au minimum. Donc c'est tout à fait possible de le faire, les congés d'été, en disant, voilà, vous allez tous poser ces 18 jours ouvrables avec au moins 12 jours ouvrables continus. Et après, fixer une période hors été, du 1er novembre au 31 avril, au cours de laquelle les salariés doivent prendre leur dernière semaine de congé payé. Et là, vous voyez, vous avez un autre exemple où la période a été étendue du 1er mai au 31 décembre. Donc, ils ont assoupli. On a des questions là-dessus? Un peu en rapport, effectivement, on a une demande de combien de semaines maximum l'employeur peut-il imposer? Il n'y a pas de maximum. Du coup, l'employeur potentiellement peut tout imposer à partir du moment où il respecte le délai de prévenance d'un mois. Après, évidemment, c'est pas du tout notre objectif. Évidemment, si vous avez des périodes de fermeture, c'est des congés à imposer aux salariés, hein. Donc, respectez bien les règles de si vous avez un CSE, consultez le CSE sur la période de fermeture, respectez vos obligations d'affichage sur la fermeture, bien avertir les salariés un mois avant de la fermeture. Voilà, si vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez tout à fait imposer des congés pendant la fermeture. Voilà, c'est l'objet du commentaire en dessous. Notre ACI ferme totalement pour les congés, 3 semaines en août, 2 semaines décembre, janvier. Elle fait une note de mois avant qu'elle affiche. Voilà. C'est tout à fait ça qu'il faut faire. Avec une consultation du CSE si vous en avez un, mais je crois que ce n'est pas votre cas. On va reprendre justement sur cette fameuse fermeture. Ah, voilà. Donc la fermeture de votre structure, donc avant tout, il faut savoir que vous n'avez pas forcément à justifier de la fermeture de votre entreprise ou d'obtenir l'accord de vos salariés sur cette fermeture du CSE. Vous pouvez totalement fermer la structure en fonction d'une conjoncture économique qui est moindre à une certaine période, et on pense tous au mois d'août. Donc là, il ne sera pas nécessaire de fixer l'ordre des départs pour les congés pris pendant la fermeture. Il y a quand même, justement, comme disait Camille, une contrainte, entre guillemets, c'est de consulter le CSE pour la fixation des périodes de fermeture. Et il faut savoir que si un de vos salariés n'a pas acquis l'intégralité de ses congés, vous devez l'informer de la possibilité éventuelle de percevoir une aide Pôle emploi pour justement les congés payés qui ne sont pas versés. Si vous faites une fermeture de plus de 5 semaines par an, les salariés doivent percevoir une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le salarié, sur cette 6e semaine qui va être imposée du fait de la fermeture, devra percevoir au moins sa rémunération habituelle. Il y a simplement quand même une autre limite, c'est que en fait, vous ne pouvez pas, comme la durée du congé principal ne peut pas dépasser 24 jours, vous ne pouvez pas faire une durée de fermeture de plus de 24 jours consécutifs. C'est-à-dire que vous pouvez faire une première période de fermeture de 24 jours en août et une seconde en décembre, mais vous ne pouvez pas faire plus de 24 jours ouvrés, ouvrables et 20 jours ouvrés consécutifs sur une seule période. Donc il y a juste ça à avoir en tête, c'est la consultation du CSE, pas plus de 24 jours ouvrables, et la possibilité donnée aux salariés de percevoir une aide Pôle emploi. Ensuite, on revient également sur l'acquisition des congés payés et le décompte pour les salariés à temps partiel. Alors peut-être, je vais peut-être interrompre parce qu'il y a eu 2 autres questions qui sont intervenues juste après que vous ayez répondu aux questions et qui concernent plus la partie antérieure.
Et donc, on nous demande si on doit accorder 12 jours minimum consécutifs, même si le salarié n'a pas acquis 30 J, comment devons-nous faire? Donc, là, pareil, je pense qu'il y a une faute de frappe, mais ça doit être le cas, du coup, lorsqu'il y a un nouvel arrivant qui n'a pas encore assez de congés, et ça, vous avez répondu à la question. Oui, oui, oui. Et est-ce que l'employeur peut obliger un salarié en CDI de solder ses congés payés avant la fin de son contrat? Alors, ça. Si vous n'êtes pas en mesure de respecter du tout le délai de prévenance, c'est un petit peu Ouais. compliqué de le faire, d'imposer. Donc, anticipez bien le CDDI parce que si en général vous avez des contrats de plus de 2 ou 3 mois, enfin, je crois même 4 mois minimum, au début, en fait, de lui demander de poser les congés qu'il va acquérir sur la durée de son contrat en disant, écoute, voilà, on sait que tu as un CDDI de 6 mois, tu as tant de jours à poser, selon ces jours ouvrables, jours ouvrés, on va dire 13. Je te demande de les poser au bout d'un mois, 2 mois, voilà. Ça vous évite après effectivement de devoir payer une indemnité de congé payé au départ du salarié. Et si le salarié n'a pas acquis de droit au CP pendant la fermeture obligatoire, ben oui, c'est ce que je disais, il a la possibilité de percevoir une indemnité Pôle emploi et vous devez lui informer de cette possibilité. Et s'il n'a pas droit, est-ce qu'on peut lui imposer du CP sans solde? Ben oui, vous pouvez lui imposer du CP sans solde s'il a droit ni à l'un ni à l'autre. Après, ça dépend des pratiques de votre structure. Là, il y a vraiment plusieurs politiques employeurs. Il y a le CP sans solde qui peut être un peu violent, mais il y a aussi la possibilité de poser des congés non encore acquis par anticipation. Voilà, il y en a qui le permettent. Après, le risque, c'est que évidemment, si le salarié part et qu'il n'a toujours pas acquis ses congés, bah, il vous doit de l'argent et c'est pas forcément facile à récupérer. Mais quand même, d'un point de vue social, il y en a beaucoup qui le font hein, quand il y a des périodes de fermeture, de pouvoir poser des congés non encore acquis. Et en plus, avec les jurisprudences de la Cour de cassation, même s'il est malade après, bah, il va les acquérir quand même s'il est en absence, il va les acquérir quand même. Donc en fait, il risque de pas les acquérir uniquement s'il part assez rapidement après la fermeture. Donc les cas sont quand même assez marginaux aujourd'hui. Il fait par écrit avec signature. Est-ce qu'on pourrait préciser cette question? Oui, je ne sais pas ce que ça vise. Ouais, est-ce que cela. Ouais. Bon, après, vu l'heure, on va Et continuer. on va- Préciser, ça sera précisé. Oui, donc comme je disais, petit focus sur les salariés à temps partiel. Et là encore, ça reprend quelques questions, notamment la question sur les salariés qui travaillent sur 3 jours, donc qui seraient à temps partiel s'ils bénéficient du même droit à congé. Donc la réponse est oui, du fait encore d'un principe qui est l'égalité de traitement. C'est-à-dire que c'est le salarié à temps partiel ou à temps complet à la même durée de congé, donc quelle que soit la durée du travail. Il va juste du coup avoir une petite spécificité au niveau de la règle de décompte pour justement pallier le fait que les salariés à temps partiel vont avoir droit à à des jours de congé alors qu'ils vont travailler moins que les salariés à temps complet. C'est-à-dire que tous les jours ouvrables ou ouvrés, selon votre mode de décompte dans l'entreprise, qui vont être compris dans la période d'absence, doivent être pris en compte pour le décompte des congés. C'est-à-dire que vous allez prendre, même si le salarié sur un jour ouvrable ou un jour ouvré est un jour qui n'est normalement pas travaillé, vous devez le prendre en compte dans le décompte. Donc là, vous avez par exemple un salarié qui travaille le lundi, mardi, jeudi, le jeudi et le mercredi et le vendredi, il ne travaille pas. Vous allez quand même prendre ces jours non travaillés dans le décompte de la pose de ces congés. En revanche, pour les jours fériés, ça, la règle, elle est pour toutes. Comme il ne s'agit pas finalement de jours ouvrables, vous ne le prenez pas en compte dans le décompte. Donc voilà pour les salariés à temps partiel. Ensuite, une autre règle qui est donc le fractionnement. Donc, comme je vous ai indiqué, il y a des possibilités pour le salarié d'avoir des congés supplémentaires. Donc, on a vu pour les salariés qui ont des enfants à charge, mais il y a également des congés supplémentaires lorsque vous allez appliquer ce qu'on appelle le fractionnement. C'est-à-dire que vous n'allez pas, c'est-à-dire que le congé ne va pas être pris de manière continue, notamment les congés principaux, au-delà de la fonction continue d'au moins 12 jours ouvrables. Pour cela, il faut un accord du salarié pour fractionner le congé principal, ou alors son accord ou celle-ci peut être à sa demande. Et en cas de fractionnement,
Et en cas donc, du coup, de prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, le salarié va avoir droit à des congés supplémentaires, soit de 2 jours si au moins 6 jours vont être pris en dehors de cette période, soit un jour si entre 3 et 5 jours sont pris en dehors de la période. Et le salarié peut renoncer aux congés supplémentaires pour fractionner. Mm. En général, vous le faites, mais dans vos formulaires de demande de congé qui sont complétés par les salariés, il faut mettre vraiment cette mention systématiquement sur le formulaire en disant je sous-signais avec le nom du salarié, atteste renoncer au congé supplémentaire pour fractionnement qui serait éventuellement dû. Parce que quand c'est effectivement le salarié qui est à l'initiative de la demande de congé, il n'y a pas de raison de lui donner des congés de fractionnement si c'est voilà, les congés qu'il souhaitait. Le congé de fractionnement, c'est vraiment quand vous imposez au salarié de prendre son congé en dehors de la période principale. Si vous êtes sur une application des congés sur une base de demande du salarié, initiative salarié, que c'est vous qui les acceptez, pas de raison que le salarié ait droit au congé de fractionnement. Donc, n'oubliez pas d'apposer cette mention parce qu'il faut que vous puissiez apporter la preuve que le salarié a renoncé. Alors, bien sûr. Faut-il le faire Alors, Alors, avant de passer peut-être à la suite, on a reçu beaucoup de questions. Donc, la question a été précisée. En fait, c'est dans le cas du départ d'un salarié. Est-ce qu'il faut un formalisme, du coup, faire un écrit entre la structure et le salarié pour qu'il pose? Donc, je pense que c'était à la suite du salarié en CDDI. Je pense que c'est ce cas-là qui était envisagé. Est-ce qu'il y a un formalisme imposé? J'ai l'impression que c'est ça le contexte de la question. le départ salarié, une date de congé à prendre, faut-il le faire par écrit et par signer le salarié? D'accord. Vous faites votre process habituel Ouais. de demande de congé. Hein. Si vous avez un formulaire, vous faites compléter le formulaire. C'est toujours mieux d'avoir un écrit quand même sur cette question sensible des congés payés, que ce soit à la demande du salarié ou imposé par l'employeur. D'avoir un formulaire de demande validé par le supérieur, c'est quand même l'idéal. Ouais. Pour un salarié à temps plein qui bénéficie d'un aménagement de travail sur 4,5 jours et qui poserait systématiquement des congés sur les jours pleins, donc Ouais. jamais les jours, ouais, ouais. Comment décompter? Oui, les jours de congés payés sont décomptés en jours pleins. Donc effectivement, là, vous avez une salariée à temps plein qui n'est au travail que le vendredi matin. Si elle fait systématiquement du lundi au jeudi, effectivement, vous ne pourrez décompter que 4 jours, si vous êtes même en jour ouvré ou en jour ouvrable d'ailleurs. Voilà. Après, c'est à vous de voir si vous voulez autoriser le fractionnement des congés en semaines incomplètes. Vous pouvez imposer dans votre structure, pour éviter ce genre d'effet de bord, que les salariés posent des semaines complètes, notamment pour les 4 semaines de congé principal. Et ça évite de rencontrer cette problématique et ça évite aussi que les salariés à temps partiel ils fassent un calcul, parce que parfois ça peut être aussi un peu avantageux quand on fractionne les congés. Donc là, la seule solution que vous ayez, les congés se décomptent en jours, donc voilà, peu importe après quelle est la modalité de répartition du temps de travail sur la semaine. Là, je vous dirais, voilà, proposez peut-être de poser par bloc de semaine entière. Alors, sur le bulletin de salaire, oui, en toute logique, il faut apprécier à la fin de la période de référence, mais après, sur la présentation du bulletin, ça va dépendre du coup de la présentation de votre bulletin dans votre structure. Euh, je vais prendre la question de Madame Arnaud Diez, parce que j'arrive pas à comprendre celle de Madame Blanquet. Vu que l'on ferme la CI totalement, je n'ai pas de document à faire signer les salariés. Ben non, puisque comme je le disais, la fermeture de votre structure ne suppose pas l'accord du salarié. Ouais. Mais en revanche, oui, déjà de 1, il faut donc prévenir, enfin, consulter votre CSE si vous en avez un. Et oui, faire une note pour information des dates de CP. Oui, bien sûr. Oui, je fais une note pour information des dates de CP que j'affiche le mois avant. Je pense que la question m'a manqué juste avant, c'est si le salarié ne dispose pas de jours consécutifs pendant cette période, c'est-à-dire s'il n'a pas acquis les 12 jours pendant la période de pause du projet principal. S'ils n'ont pas été acquis, effectivement, il ne peut pas avoir 12 jours consécutifs pendant la période. Hein. Là, vous n'allez pas devoir lui attribuer des congés qu'il n'a pas encore acquis. Donc, il pose tous les congés qu'il a acquis. C'est ça. Alors, il y a un complément. Je pense que du coup, là, vous avez répondu à sa question. Super. Très bien.
Bon, on clôture pour les questions parce qu'il est déjà 11h57 et je vais passer à la suite du coup. Alors, donc dans cette partie, nous allons aborder les questions de l'anticipation et du report des congés payés. Donc, dans un premier temps, l'anticipation, sur la prise des congés payés par anticipation. Donc, il est possible pour un salarié embauché en cours d'année de prendre des congés immédiatement, à condition d'une part que sa demande se situe pendant la période de prise des congés payés, donc déterminée par accord collectif ou à défaut par l'employeur, et d'autre part que sa demande soit compatible avec les règles régissant l'ordre des départs. Attention, si la période de prise de congé est entièrement constituée de périodes de fermeture, le salarié devra attendre la fermeture pour partir en vacances. Donc, on avait mis quelques exemples, je vais peut-être en prendre qu'un des deux parce qu'on est un peu à court de temps. Donc, un salarié qui arrive le 13 juillet 2023 et veut poser 3 jours dès septembre 2023. Il a acquis des congés sur la période allant du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, qui doivent en principe être posés sur la période allant du 1er mai 2024. Cependant, la loi rend désormais possible la pose par anticipation des congés acquis sur la période 2023. Par conséquent, il peut donc poser ces 3 jours dès le mois de septembre 2023. Bon, je vais quand même faire le deuxième exemple pour être clair. Dans une structure où la période de prise des congés annuels est fixée du 1er mai au 31 octobre, un salarié embauché le 3 janvier 2023 acquiert des congés sur la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 qui doivent être posés du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. Il devra attendre le 1er mai pour pouvoir prendre ses congés acquis de janvier 2023 au 31 mai 2023, soit 5 fois 2,5, ça donne 12,5 arrondi à 13. S'agissant ensuite du report des congés payés, en principe, il n'y a pas de report au-delà de la période de référence, sauf accord collectif ou un usage contraire au sein de votre structure. Il existe toutefois des exceptions à ce principe. Il s'agit de l'hypothèse du salarié dans l'impossibilité de prendre ses congés, donc en raison d'une absence liée à la maladie, en raison d'une absence liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, ou encore en raison d'un congé maternité ou de paternité. Pardon. Nous vous préconisons donc de poser des règles claires de pause de congés applicables à tous. Par exemple, au moins 12 jours en été et 20 jours à poser avant le 31 octobre. Et ensuite, de prévoir un rappel 2 mois avant la fin de la période de référence pour que les salariés soldent leurs congés. S'agissant du report lié à une autre cause d'absence préalable, de manière générale, les congés sont reportables s'ils sont couverts par une autre absence ayant débuté préalablement aux dates de congé. Donc, si le salarié tombe malade pendant ses congés payés, ils ne peuvent pas en demander le report. Donc, il s'agit de la première ligne de l'illustration figurant sur la slide. En revanche, s'il tombe malade avant ses congés payés, il peut demander le report. Donc, ça correspond à la deuxième ligne sur l'illustration. Autrement dit, la première cause d'absence l'emporte. Parfait. Donc, on va peut-être prendre les questions, peut-être avant de faire la troisième partie. Donc, pour les congés de fractionnement, ma question... Ah oui, donc on revient en arrière. Le salarié a droit à 1 ou 2 jours de plus si ses CP N-1 sont supérieurs à 6. C'est bien cela? Non, non. Oui. Pour les CP de fractionnement, ça dépend en fait de la période dans laquelle ils ont été posés. Du coup, c'est uniquement pour les jours que vous avez pu imposer de poser en dehors de la période de pause du congé principal. Donc, ça dépend du nombre de jours que le salarié a dû prendre en dehors du 1er mai 31 octobre. Si vous obligez, peut-être c'est lié à vos périodes de fermeture, c'est peut-être ça. Effectivement, si vous avez 2 semaines de période de fermeture en décembre, là, ça va forcément générer un droit à congé de fractionnement. Son congé il doit à minima prendre 12 jours pour son congé principal dans la période qui va donc du 1er mai au 31 octobre. Et si il prend en dehors de cette période, il a le droit à des congés de fractionnement. Et donc, pour un salarié à 26 heures qui prend 2 jours de congé payé pour le calcul des heures, les 2 CPS congé payé est égal à 26 divisé par 6 fois 2. Je comprends pas du tout le calcul. Ouais. Alors, salarié à 26 heures qui prend 2 CP. Alors, on ne calcule pas les CP en heures, en fait. C'est ça la règle qu'il faut retenir. Parce que souvent, je vois aussi des assos qui essaient de faire des conversions, des calculs et tout ça. Les salariés qui sont à temps plein ou à temps partiel, ils acquièrent des jours.
et il pose ses jours sur leur jour travaillé, quel que soit le nombre d'heures. Donc, même si le salarié il est planifié sur 4 heures dans une journée, s'il pose une journée de congé payé, ça veut dire lui décompter une journée de son solde. Voilà. Il faut vraiment décompter ça en jours et déconnecter ça des heures travaillées et des plannings des salariés et tout ça. Sur le calcul de l'indemnité de congé Très bien. payé. J'ai répondu par écrit ce que vous disiez en complément pour que ce soit clair. Donc, du coup, on passe à la troisième partie, le calcul de l'indemnité de congé payé. Alors, il existe deux modalités de calcul de l'indemnité de congé payé. Soit la première méthode qui correspond au 1/10 de la rémunération totale du salarié reçue pendant l'année de référence, soit la deuxième méthode qui correspond au maintien de salaire, c'est-à-dire le salaire théorique que le salarié aurait perçu s'il était venu travailler. C'est le montant le plus avantageux qui est versé au salarié. Il est possible d'appliquer le maintien de salaire et de calculer en fin de période la méthode du 10e. Si cette méthode est plus favorable, un complément de salaire est à verser. Les primes à prendre en compte dans le calcul du 10e sont les primes dues en contrepartie du travail du salarié et qui ne rémunèrent pas à la fois des périodes de travail et les périodes de congés payés. Donc ainsi, une prime de 13e mois n'est pas prise en compte dans le calcul du 10e si les indemnités sont versées ne correspondent pas au remboursement des frais réellement engagés. Elles sont également prises en compte dans l'assiette du calcul des congés payés. Alors, on a encore reçu une question. On ne peut vraiment pas poser un demi-jour de CP. Alors, si vous posez la règle dans votre structure, vous pouvez le faire. C'est pas prévu dans la loi, c'est pas prévu, voilà. Vous pouvez adapter, hein, mais ça peut compliquer les choses. Après, un demi-jour de CP, c'est égal une matinée ou un après-midi. Là, c'est pareil, je vous déconseille d'aller partir sur des décomptes en heures. C'est-à-dire que, voilà, le problème du demi-jour de CP, c'est si vous avez des salariés à temps partiel, qui travaillent que des demi-journées. Eux, ils seront favorisés par le demi-jour de CP parce qu'avec un demi-jour, ils vont pouvoir être absents potentiellement une journée entière. Donc voilà, faites attention aussi aux effets parfois pervers du demi-jour. Vous pouvez l'autoriser, mais bon voilà, après, il faut voir pour le décompte. Il faut peut-être le faire comme pour les salariés à temps plein. Si le salarié travaille que des demi-journées, il faut peut-être le décompter un jour entier jusqu'à sa reprise. Voilà. Mais ne faites pas des décomptes en heures. Vous pouvez aller jusqu'au demi-jour, mais pas au-delà. Merci. Alors, juste pour finir, parce qu'il est déjà midi 5, donc je vais aller très vite sur la question de la prescription, parce qu'en fait, là, c'est juste qu'il y a une nouveauté aussi par les arrêts du 13 septembre. Ce que vient nous dire la Cour de cassation en synthèse, c'est que la prescription, qui est normalement de 3 ans hein, pour aller réclamer des indemnités de congés payés, elle ne peut pas commencer à courir si le salarié n'a pas eu la possibilité d'exercer son droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous, en tant qu'employeur, il faut que vous soyez vigilant à ce que les salariés soient en mesure de poser les congés payés qu'ils acquièrent. Donc, mettez en place en interne des systèmes d'incitation et même de rappel en fait, aux salariés de poser leurs congés acquis. Parce que vous en êtes responsable si le salarié ne peut pas poser ses congés, soit parce qu'il a trop de boulot, donc il fait des demandes, on lui refuse, soit parce que vous ne lui rappelez pas qu'il faut faire les demandes et il accumule des jours dans ses compteurs. Certes, il n'y a pas forcément de droit au report, mais le problème, c'est qu'on vient de vous dire, s'il n'a pas été mis en mesure de poser ses congés payés, c'est imprescriptible. Donc potentiellement, il peut monter sur 15 ans. Hein. S'il dit, il faut travailler, l'employeur m'a jamais incité à poser mes congés, m'a jamais fait de rappel sur mes soldes, rien du tout. Le droit de l'Union européenne vient dire il n'a pas eu un droit au repos effectif, donc la prescription n'a pas commencé à courir. Voilà, c'était surtout pour vous alerter là-dessus, dire faites des rappels réguliers si vous voulez que la prescription court. Donc là, on vous a repris les règles relatives à la prescription, on vous laissera regarder, voilà, et garder des preuves de tout ça dans les dossiers. Merci beaucoup à tous. Désolée pour ces contraintes techniques. Merci de votre attention. Merci d'être encore 36 personnes à midi 7. Et puis, très bonne journée. À bientôt pour prochain table ronde, webinaire et autres. Merci à toutes et à tous. Et à très bientôt. Et n'oubliez pas de vous inscrire pour notre colloque du 23 novembre. Bonne journée.